Monsieur Baptiste Gilly pour l'UNI. Vous êtes accompagné de Madame Louise Montangon du Code pénal. Et je vais vous inviter à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en levant la main droite et en disant « je le jure ». Madame Montangon, est-ce que vous pouvez commencer? Oui, Monsieur Gilly. Bonjour, monsieur le Président, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Je vous remercie de nous donner la parole, de nous accueillir dans le cadre de cette commission consacrée à l'excellence de notre enseignement supérieur. L'UNI défend depuis toujours une certaine idée de l'université française, une université exigeante, fondée sur le mérite, la rigueur intellectuelle et la transmission des savoirs. Nous sommes attachés à un modèle qui ne renonce ni à l'excellence académique, ni à l'ambition de faire réussir les étudiants, mais qui refuse de confondre réussite et absence d'exigence. Car c'est bien là, selon nous, l'un des enjeux fondamentaux du débat actuel. L'université ne peut pas être simplement un lieu d'accueil indistinct, elle doit rester un lieu de formation, d'élévation intellectuelle et de préparation à l'avenir. Cela suppose d'assumer des principes clairs, le travail, le mérite et la responsabilité individuelle. Nous défendons également une vision lucide de la démocratisation de l'enseignement supérieur. Permettre à chacun d'accéder aux études supérieures est un objectif légitime, mais encore faut-il que cet accès soit synonyme de réussite réelle. Une démocratisation qui conduit massivement à l'échec n'est pas une réussite, c'est une illusion. À l'inverse, une orientation juste, exigeante et adaptée aux capacités de chacun est une condition essentielle à l'égalité des chances. L'UNI porte aussi une attention particulière à la valeur des diplômes. L'excellence académique ne peut exister que si les diplômes conservent leur crédibilité et leur niveau d'exigence. Les affaiblir, c'est pénaliser d'abord les étudiants eux-mêmes en diminuant la reconnaissance de leurs efforts et de leurs compétences. Enfin, nous sommes profondément attachés à une université tournée vers l'avenir, c'est-à-dire vers l'insertion professionnelle. La réussite d'un étudiant ne se mesure pas uniquement à l'obtention d'un diplôme, mais aussi à sa capacité à trouver sa place dans la société et dans le monde du travail. L'université doit donc rester connectée aux réalités économiques et aux besoins de notre pays. C'est avec ces convictions, exigences, mérites, responsabilités et réussites concrètes que nous souhaitons contribuer à vos travaux aujourd'hui. Nous vous avons aussi amené le dernier numéro de l'Action universitaire, qui est notre journal d'idées et qui a un dossier consacré justement à l'excellence au sein des universités françaises, qu'on pourra vous laisser ou vous distribuer à la fin, même si je crois qu'on vous l'a déjà envoyé de mémoire. Donc voilà, je vous remercie. De l'accès au marché de l'emploi. Merci. Je vais juste rajouter un tout petit mot sur Parcoursup, très très court. Ça concerne le calendrier de Parcoursup. Pour moi, il faut en parler parce que ça pose problème. Le calendrier, il impose une pression constante qui transforme la fin de l'année scolaire en une période d'incertitude prolongée. Prolongé parce que le système des listes d'attente, il s'étire jusqu'à la fin de l'été et il empêche toute organisation logistique en fait sereine pour les familles et surtout pour l'étudiant. Cette situation, elle est source d'inégalité. Pourquoi? Parce que celui qui reçoit une réponse tardive, généralement milieu du mois de juillet, voire fin du mois de juillet, il se heurte à un marché du logement qui est déjà saturé. Au final, ce délai de réponse, il pénalise prioritairement les étudiants les plus modestes qui, faute de visibilité, ne peuvent ni anticiper leurs frais, ni sécuriser leur installation. La fluidité du calendrier, c'est pas qu'une question administrative, mais selon nous, c'est une condition quand même d'équité sociale. Voilà, merci. Et je voudrais rajouter pour ce qui est de la sélection à l'entrée en licence, malgré ce que disent les autres organisations, il n'y a pas de sélection et pas par Parcoursup, il y a un peu des truchements qui font que certaines universités arrivent à sélectionner certains étudiants, mais globalement, les universités qui dépendent du droit commun n'ont pas le droit et ne le font pas. Nous, on pense que justement, comme vous l'avez évoqué, la sélection par l'échec, c'est un problème, puisque en plus de coûter énormément d'argent et de peser sur les finances publiques et les finances des universités, elle grise un nombre important d'étudiants qui, par défaut, se retrouvent dans des licences dites non sélectives et qui vont échouer en premier cycle, comme vous le disiez, à plus de la moitié, ce qui est un vrai problème, et encore plus quand on sait que l'enseignement supérieur français est vu comme un chemin qui va de la L1 jusqu'au master, mais que si on s'arrête à la licence, en l'état, les licences actuelles ne permettent pas réellement d'avoir de débouchés suffisants. Donc effectivement, il y a plusieurs choses. Il y a effectivement, selon nous, un besoin criant de sélection à l'entrée en licence, une sélection qui doit se faire avant, et pas par l'échec, comme vous l'avez évoqué, et repenser la structure de l'enseignement supérieur pour qu'effectivement des licences puissent déboucher à de bonnes débouchés professionnels et pas attendre le master, puisqu'encore une fois on a aussi le master qui joue un rôle de goulot d'étranglement pour nombre d'étudiants, puisqu'il y a plus de places en L3 qu'en master, ce qui est aussi un vrai problème. Donc voilà, ça c'était un petit peu pour ce sujet-là. La parole est également à nos collègues.
On vous écoute. Effectivement, sur l'enseignement privé, à but lucratif ou non, on partage aussi certaines remarques, mais nous, il y a d'autres choses qui ressortent. C'est le fait que, par exemple, les formations privées sont généralement plus professionnalisantes, ce qui est une demande, et ce dès la première année, ce qui peut être une demande de beaucoup d'étudiants, de s'assurer dès le début de pouvoir se professionnaliser, d'être en adéquation avec le monde professionnel. Donc ça peut aussi expliquer une partie de la désaffection de l'université pour certains établissements d'enseignement privé. Et il y a aussi le fait que les formations du privé sont beaucoup plus flexibles et beaucoup moins longues à mettre en place, demandent beaucoup moins d'administratif, de longueur administrative que ce que peut faire l'université. C'est deux choses qui peuvent aussi expliquer une partie de la défection de certains étudiants pour l'enseignement universitaire public. Oui, juste pour rajouter un petit mot sur la transition là, du public au privé. On discute avec pas mal d'étudiants. Il y a pas mal d'étudiants justement qui entament des licences dans le public et qui ensuite partent dans le privé. Et je trouve ça assez grossier de toujours demander plus de moyens quand on passe son temps à saccager l'université en la bloquant. Et donc il y a beaucoup d'étudiants qui sont dégoûtés justement de ce système-là. Dernièrement, à l'Université de Bordeaux, on a eu à cœur d'accueillir des élèves, justement, enfin des étudiants, pour en discuter avec eux. Et ce qui ressortait, c'est vraiment le dégoût en fait, de l'enseignement public, finalement, et ce qui se passe au sein des facultés. Ne vous inquiétez pas. L'augmentation des frais d'inscription pour les étudiants français ou communautaires, ça ne nous paraît pas être la chose à privilégier, ou alors à la marge des ajustements extrêmement mineurs et en corrélation avec une suppression de la CVEC ou une modification en tout cas de cette CVEC. En revanche, les ajustements budgétaires, ils sont à faire, comme je l'ai dit juste avant aussi, sur la sélection, mais aussi sur les droits d'inscription différenciés. On pense effectivement que les étudiants étrangers, c'est tout à fait normal, doivent payer plus cher leurs études en France. Pourquoi ? En tout cas pour une partie d'entre eux, parce qu'ils ne contribuent pas, du moins leurs parents, au système de l'impôt en France et contrairement à ce qui a été dit, ils ne rapportent pas plus d'argent et encore moins pour l'enseignement supérieur à la France que ce qu'ils en coûtent. En revanche, il faut aussi, et ça a été dit et ça nous le partageons, mettre en place une stratégie de sélection, si c'est le cas pour les étudiants français, il faut aussi que ce soit le cas pour les étudiants étrangers, puisque effectivement, si on rappelle que le taux d'échec en licence pour les étudiants français, en 3 ans, il est de 54%, pour les étudiants étrangers, il est de 66,2%, donc il est plus important. Donc voilà, nous on voit vraiment ce besoin de mettre en place une stratégie de sélection pour accueillir les plus méritants dans l'enseignement supérieur français. Pour rappel, par exemple, les étudiants qui sont sélectionnés sur la bourse au mérite du ministère des Affaires étrangères, donc les étudiants étrangers, ils ont un taux de réussite qui est au-delà de 88% et voire certaines fois à plus de 90%. Donc on voit vraiment qu'à partir du moment où on a une vraie politique de sélection, on arrive justement à avoir un meilleur taux de réussite, ce qui est profitable à la fois pour l'enseignement supérieur en France, mais aussi pour les étudiants étrangers qui viennent étudier en France. Je précise la question, l'apprentissage dans les universités publiques. Bien sûr. Hein, voilà. Nous, on pense que, ça a été dit, l'apprentissage aujourd'hui, il existe plutôt dans les masters. Nous, on pense que c'est quelque chose d'extrêmement bien, d'extrêmement positif, si ça peut être mis en place dès la première année de licence, au moins de manière volontaire, que ce soit l'apprentissage ou aussi les stages, les alternances, enfin, tout ce qui peut professionnaliser le premier cycle et permettre après une meilleure insertion. Et je rejoins en ce propos ce qui a été dit hier dans cette même commission par le président de l'Université Côte d'Azur, qui disait que l'excellence, c'est pas seulement avoir un diplôme, c'est aussi avoir une insertion professionnelle et trouver un travail, s'insérer dans la société et dans le tissu local ou national. Et nous, on pense que ça passe notamment par la professionnalisation dès la première année. Allez-y. Il y a quelque chose qui avait été évoqué, c'est la mise en concurrence des universités entre elles ou des filières entre elles, qui est vu comme un totem, surtout pas vers quoi ne pas aller. Nous, on pense que ça peut être, si c'est bien fait et bien encadré, une bonne chose, et on en revient un petit peu au grand raté, selon nous, qui est en partie, pas uniquement, mais la loi Devaquet, en tout cas le projet de loi Devaquet de 86, qui introduisait ce genre de choses, alors pas de manière parfaite, qui introduisait aussi une sélection, pour en revenir, et on pense que justement ce projet de loi Devaquet, il avait des choses qui étaient positives et qu'on pourrait pas s'en inspirer, mais au moins aller chercher des choses intéressantes là-dedans. J'avais juste ça à rajouter par rapport à tout ce qui a pu être dit avant.